Bonsoir, et je ne le dirai qu'en français. Donc, si vous avez la traduction en allemand, ce sera très bien, je suis désolé. Nous sommes extrêmement heureux à l'Espace du judaïsme de recevoir cette très belle soirée. Cette soirée franco-allemande qui prend cadre au milieu de plus de, M. Kovacs vous le dira, de plus de 1500 manifestations entre l'Allemagne et la France, et qui sont des manifestations de dimension européenne, et nous sommes tous, on s'est tous réunis, le CRIF, Hébraïca, l'espace du judaïsme, tous on a fait front et l'union justement pour organiser avec le consulat d'Allemagne à Bordeaux et le consulat honoraire d'Allemagne à Toulouse pour organiser cette soirée. C'est une soirée qui a demandé réunion, message, enfin, vous allez voir, c'est très 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 bien établi. Ce soir, que se passe-t-il? Ce soir, nous allons avoir comme cela plusieurs épisodes. Un premier épisode dans lequel Gilles Nakache, qui représente le CRIF ce soir, son président est en voyage à l'étranger, et Madame la consul Stéphanie Zedler vont d'abord faire un discours introductif. Puis nous avons l'honneur, il vient à Toulouse que pour nous, et peut-être en France, pas beaucoup non plus. Nous avons l'honneur d'avoir Andrei Kovacs. Andrei Kovacs est le directeur général d'une manifestation assez extraordinaire qui se déroule en Allemagne sur 1000... Alors c'est écrit en allemand, mais si j'ai bien compris, c'est 1700 ans de vie juive en Allemagne. Et à cette occasion, il y a, comme je vous l'ai dit, plus de 1500 manifestations, il vous en parlera. Et Andrei Kovacs en est le directeur général. Il est à la fois celui qui va organiser, monter, choisir toutes ces manifestations. Et c'est là que vous vous rendez un peu mieux compte de la chance que nous avons à Toulouse de faire partie de cette immense organisation, de cet immense organigramme. Après la présentation de M. Kovacs, qui va prendre le temps de parler justement à la fois de ces 1700 ans de vie juive en Allemagne et de cette organisation extraordinaire qui est faite avec le gouvernement allemand. Nous avons donc l'honneur d'organiser cette table ronde. Pour la table ronde, je vous le dis rapidement, puis nous les présenterons un peu plus attentivement. Roger Attali, vice-président du CRIF, Lars Olaf Aue, pasteur de la communauté protestante allemande de Toulouse, Jean-Jacques Rouchy, prêtre du diocèse de Toulouse, et Abdelatif Melouki, vice-président du CRCM, c'est-à-dire du Conseil régional du culte musulman. Et j'aurai l'honneur et le plaisir d'animer une table ronde dont le thème ne sera pas les 1700 ans de vie juive en Allemagne, mais plus précisément l'antisémitisme aujourd'hui en France, en Allemagne. Où en sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est à peu près cela que nous allons essayer de développer. Mais bien entendu, puisque vous êtes tous là et nous vous en remercions vivement, la parole sera laissée au public. Et nous espérons un échange fourni entre nos invités et vous-même. Donc, sans plus attendre, je demande à Madame Zedler et à Monsieur Nakache de venir auprès des micros fixes cette fois, afin d'introduire cette magnifique soirée. Merci. Okay. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup à vous tous d'être venus ce soir pour notre conférence. Je suis vraiment très très contente que nous pouvons nous réunir aussi aujourd'hui en présentiel. Cette conférence est en effet la deuxième édition d'une conférence sur la vie juive en Allemagne. La première édition était organisée à Bordeaux et a dû être transformée en virtuel. C'était
l'année dernière. Et je suis, bon, comme je l'ai dit, je suis vraiment très contente qu'aujourd'hui on peut le faire ensemble, ici en présentiel. Je suis très contente que nous avons M. Kovacs parmi nous. Nous avons eu aujourd'hui déjà une petite conférence à l'école allemande à Toulouse avec les élèves du lycée. Et ça s'est passé très très bien, je crois. Il y avait un grand intérêt sur le sujet de l'année festive dont M. Legassu a déjà parlé. Et on va voir si la discussion va être aussi vive et, ce soir. Peut-être quelques mots sur l'origine de cette petite série de conférences. Le premier, il y a vraiment très piliers, si on veut le dire comme ça. Le premier, c'est la quinzaine franco-allemande en Occitanie, et cette conférence s'inscrit dans le programme de la quinzaine, ce qui est vraiment un projet extraordinaire. C'est un feu d'artifice des événements franco-allemands dans toute l'Occitanie et dans toutes les... ce sont des lectures, des expositions, des films, des débats, du théâtre. C'est vraiment extraordinaire. Et je suis vraiment très, très heureux qu'avec cette conférence, nous, le consulat général d'Allemagne à Bordeaux, pouvons faire une contribution. Le deuxième pilier, c'est ce sont les efforts, la politique du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne contre la distorsion de la Shoah et contre l'antisémitisme. L'Allemagne est, comme la France, membre de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Et dans l'année dernière, l'Allemagne a exercé la présidence. Et dans le cadre de cette présidence, le ministère a encouragé toutes les missions. Ah bon. Ok. A encouragé les missions allemandes à l'étranger à organiser des débats, des conférences, des séminaires sur la mémoire de la Shoah et la vie juive en Allemagne. Et le troisième pilier, on l'a déjà mentionné, c'est l'année festive 1700 ans de vie juive en Allemagne. Et je ne veux pas dévancer M. Kovacs sur son discours, il va vous en parler, mais je crois que je vais mentionner peut-être des mots-clés de ce projet, notamment ce qu'on veut faire, on veut rendre la vie juive en Allemagne visible et tangible, et ainsi retenir l'antisémitisme. Et je crois que ça, c'est vraiment... c'est peut-être l'aspect clé dans tous les efforts contre les préjugés, contre les fausses idées, contre les théories, Verschwörungstheorie conspirative, oui, c'est ça. Je ne vais pas prendre trop de temps de vous. Je crois qu'on a interlocuteurs principaux très intéressants et les autres panélistes. On a déjà discuté un peu avant cette conférence et on a déjà abordé des sujets vraiment intéressants. Je crois qu'on peut discuter pendant des heures. Bonne chance et je passe la parole à M. Nakash. Merci Madame la Consul et bienvenue à Toulouse. Bien écoutez, après cette période
sanitaire inédite. En fait, nous sommes vraiment ravis d'avoir aujourd'hui, ce soir, dans nos murs, une assemblée nombreuse. Et je voudrais donc vous remercier à toutes et à tous d'être venus ce soir pour une conférence et une table ronde dont on sait à l'avance qu'elles seront passionnantes. Je voudrais saluer quelques personnes et je m'excuse de ne pas citer tout le monde, mais nous accueillons Nicolas Morbillier, consul honoraire d'Allemagne, qui nous fait l'amitié d'être présent à nos côtés. Nous accueillons également ce soir Marc Schulman, qui représente le conseil régional. Un certain nombre de membres du bureau du CRIF qui sont ici présents, donc je les remercie, et puis je vous remercie donc plus généralement. Fier de vous accueillir, Madame la Consul, dans ce lieu qui est un lieu d'expression et de vie extrêmement actif de la communauté juive de Toulouse, mais pas que d'ailleurs, puisque cet espace du judaïsme est très largement ouvert sur la cité. Dans quelques temps vont se tenir les prochaines journées de la culture juive. Maurice Lugassi évoquait donc Hebraïca et l'ensemble des associations qui contribuent à faire que cette vie juive soit intense, dense, et c'est le cas. Donc, merci d'être dans notre maison, merci d'être dans votre maison. Ensuite, ce soir, nous allons parler beaucoup d'histoire. Il y a un public très diversifié dans la salle, notamment des jeunes. Et moi, je suis très heureux d'accueillir des jeunes ce soir. Peut-être leur dire que, leur rappeler ce qu'est le CRIF, qui organise aujourd'hui et qui est très fier d'organiser cette soirée à vos côtés, Madame la Consul. Le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, né après la guerre, et dont les missions sont extrêmement importantes, puisque, en premier lieu, je dirais que la première mission du CRIF, c'est de combattre avec passion et conviction l'antisémitisme, c'est d'affirmer notre solidarité avec Israël, et plus largement également de contribuer à transmettre et préserver donc la mémoire de la Shoah. Et je pense que nous allons en parler ce soir. Et puis, puisque nous allons parler d'histoire, juste vous rappeler, et j'ai toujours plaisir à le rappeler, que l'amitié franco-allemande, c'est une longue histoire, et je suis toujours heureux de penser à Charles de Gaulle et à Adenauer, qui, et ça fera 59 ans le 22 janvier prochain, fêteront, et je sais que vous êtes diplomate, Madame le Consul, donc nous fêterons donc l'amitié franco-allemande. Voilà, j'en suis particulièrement fier. Cette histoire, elle est nourrie de près d'un siècle de rivalité, il faut le rappeler, et on le rappellera ce soir, probablement M. André Kovacs le rappellera, puisque lui, il ne parle pas d'un siècle, mais de 1700 ans d'histoire. Et puis, je crois grâce effectivement à toutes ces personnalités, eh bien, au fil du temps, on a pu sceller cette amitié franco-allemande. On en est fiers ce soir. Je vais donc céder la parole à nos intervenants ce soir, et donc commencer par M. André Kovacs. Merci à tous. Comme j'ai maintenant 20 minutes à parler, je vais changer en allemand, si ça ne vous dérange pas. C'est-à-dire peut-être après, je vais continuer peut-être en français, mais si ça ne vous dérange pas, de mettre en fait les microphones. Et merci beaucoup pour la traduction aussi. Ich werde direkt in Deutsch starten. Eh bien, je commence directement en allemand. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui et je remercie beaucoup pour cette invitation. J'arrive de Cologne, c'est là où il y a le centre
de l'association qui fête les 1700 ans de vie juive en Allemagne, plus de 1700 ans, parce que en 321, l'empereur romain Constantin a publié un édit valable dans tout l'Empire qui autorisait les habitants de Cologne de l'époque à nommer également des Juifs à la Curia, l'administration de la ville à l'époque. Cet édit publié il y a exactement 1700 ans, c'est la plus ancienne preuve écrite de l'existence d'une vie juive sur le territoire de l'Allemagne actuelle, mais aussi dans toute l'Europe centrale et du Nord. C'est pour ça, en 2018, on a créé l'association 321-2021, 1700 ans de vie juive en Allemagne. En collaboration avec de nombreux partenaires de projets, nous organisons dans les 16 Länder une célébration germano-juive dans toute l'Allemagne. L'objectif de cette année de célébration est de rendre visible, tangible la vie juive dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Et ces 1700 ans d'histoire et de contrer l'antisémitisme renaissant aujourd'hui par quelque chose de positif. Lorsque j'ai repris la direction de l'association et de l'année du festival en tant que directeur général à l'été 2019, je me suis d'abord posé, comme beaucoup d'autres, une question centrale. Les 1700 ans d'histoire sont-ils seulement une raison de célébrer ? Après tout, il s'agit en fait de l'histoire de l'expulsion et du meurtre du peuple juif qui a atteint son triste paroxysme avec la Shoah il y a seulement 76 ans. Le génocide le plus important et le plus cruel de l'histoire de l'humanité, dont une grande partie de ma famille a été également victime. Dans l'Allemagne d'après-guerre, ainsi que dans une grande partie de l'Europe, l'éducation, le souvenir et la culture de la commémoration ont joué, à juste titre, un rôle très important, et pas seulement pour faire face à son propre passé. Au contraire, par la transmission de connaissances et d'expériences, nous essayons de combattre l'antisémitisme et les mythes de conspiration, pour faire en sorte qu'un crime contre l'humanité, comme la Shoah, ne se répète jamais. Ce faisant, nous sommes confrontés à de nouveaux défis aujourd'hui, car dans un avenir prévisible, il n'y aura plus de témoins oculaires. Le souvenir de la Shoah risque de s'estomper. Nous devons donc nous demander si la poursuite de 76 années de travail éducatif, de mémoire et de culture commémorative, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, est suffisante pour combattre l'antisémitisme et les mythes de conspiration aujourd'hui et à l'avenir. La question qui se pose, est-ce que nous avons réussi jusqu'à présent? Si l'on en croit les statistiques, dans le cadre d'une étude réalisée en 2019 par le Congrès juif mondial, 79% des 1300 Allemands interrogés sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle les Juifs sont comme tout le monde. Mais dans la même étude est mentionné que 22% des personnes interrogées méprisaient les Juifs pour leur comportement. 24 ont reproché aux Juifs de penser qu'ils étaient quelque chose de mieux. C'était une étude européenne. Dans un questionnement, une enquête de 2018 par l'Agence européenne des droits fondamentaux, 21% des Allemands interrogés affirmaient que les intérêts des Juifs étaient différents de ceux du reste de la population. 38% pensaient que les Juifs eux-mêmes étaient à blâmer pour l'antisémitisme et 42% étaient convaincus que les Juifs avaient trop de pouvoir dans le pays. En d'autres termes, l'antisémitisme, le plus ancien virus mutant de l'histoire de l'humanité, n'a pas pu être vaincu jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je suis convaincu. 1700 ans de vie juive doivent être une raison de célébrer.
Afin de lutter avec succès pour la vie juive et contre l'antisémitisme, nous avons besoin d'une culture de la mémoire tournée vers l'avenir, mais aussi une véritable empathie pour le peuple juif. Il faut comprendre et respecter les diverses perspectives de la vie juive aujourd'hui en Allemagne et en Europe et en France. Et peut-être aussi pour les personnes qui ne correspondent peut-être pas au modèle habituel de la société. À cette fin, nous devons trouver des moyens de vivre des beaux moments ensemble. Après tout, une bonne relation ne se résume pas à un simple deuil et à des larmes versées ensemble. On n'apprend pas à mieux connaître ses voisins en étudiant leur curriculum vitae, en les observant de loin et en participant à une visite d'une synagogue vide. Il est préférable d'inviter vos voisins à prendre un verre de vin pour discuter, de rire ensemble et apprendre à se connaître. L'année de célébration germano-juive est une tentative exactement dans ce sens. Nous voulons rendre plus de 1700 ans d'histoire et surtout la vie juive aujourd'hui non seulement visible, mais surtout tangible. Ensemble, on fait ça avec de nombreux partenaires de projets et des personnes de toute l'Allemagne. Que faisons-nous concrètement ? Le 21 février 2021, nous avons ouvert l'année de célébration par une cérémonie. En raison de la pandémie de Corona, cette émission a été diffusée en format télévisuel par ARD Deutsche Welle. Parmi les orateurs figuraient notre parrain, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et le président israélien de l'époque, Reuven Rivlin. Nous montrons des perspectives juives dans une exposition en ligne intitulée Juversity et dans plus de 50 podcasts. Des personnes juives racontent ce que cela signifie pour elles d'être à la fois allemandes, européennes et juives. Avec entre-temps 11 pièces de théâtre de marionnettes en ligne et de nombreuses chansons, vidéos, musicales produites pour l'année, nous essayons de toucher un groupe cible jeune. Récemment, nous avons célébré ce qui est probablement la plus grande fête de Sukkot au monde avec 40 partenaires de projets dans toute l'Allemagne. Sukkot est une fête juive qui commémore la migration des Juifs dans le désert après l'exode d'Égypte. Pour commémorer cet événement, des huttes de feuilles de fortune sont érigées et décorées, dans lesquelles les gens font la fête pendant une semaine. Un jury délibère actuellement sur la souka la plus cool d'Allemagne. Nous voulons présenter simplement la vie juive, colorée, diversifiée. Nous voulons rassembler les gens. Nous voulons montrer la diversité d'une manière simple et bien visible. Mais la naissance de l'année du festival a été un défi et a été plein d'incertitudes pour notre association, mais surtout pour nos partenaires. La pandémie de Corona et aussi les nombreuses attaques et invectives antisémites qui ont accompagné l'année du festival depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. On avait fixé déjà ces célébrations et c'était un coup dur. Il provoque une grande incertitude. Et malgré tout cela, je peux vous annoncer aujourd'hui que plus de 2000 événements ont lieu dans les 16 Länder fédéraux. Et il y en a d'autres chaque semaine. Notre calendrier s'enrichit tous les jours. Peut-être vous voyez ça sur Google. À ce jour, plus de 40 portails en ligne indépendants sur le thème des 1700 ans de vie juive ont été créés. Donc,
Tout ça donc sur les chaînes de ARD dans 15 länder. De nouveaux formats médiatiques sont nés, assez révolutionnaires. Par exemple, un format assez humoristique, vendredi soir, Freitagnacht News, donc Juice. On en a parlé tout à l'heure quand on a préparé la réunion. Il y a quelques semaines, le président d'une grande communauté juive allemande m'a dit qu'en raison de l'année de célébration, ses membres avaient osé organiser des événements ouverts dans des espaces publics pour la première fois en 76 ans. De nombreuses institutions non juives se sont mises en réseau avec les communautés juives pour la première fois. La participation de tant de personnes dans le pays nous a bouleversés en tant qu'association et moi personnellement. Mais quelque chose m'a fait réfléchir à nouveau. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai lu un article de 40 pages. J'ai lu une contribution de 40 pages à un article du journal Mitteilungen der jüdischen Reformgemeinde. L'auteur est l'association centrale des Juifs allemands. Dans ce texte, les auteurs juifs dénoncent avec force la société allemande. Ils se sont demandé pourquoi les Juifs ne sont pas acceptés comme une partie normale de la société allemande. Et ce, bien que les Juifs aient apporté d'importantes contributions à la culture allemande depuis plus de 1000 ans. Et ils continuent de le faire dans les domaines du droit, des sciences naturelles, de l'art, de la musique, de la recherche, du sport. Le texte était un plaidoyer contre les mythes de conspiration et l'usage courant et abusif de mots à la mode antisémites. Les auteurs ont tenté de refuter les préjugés et les mythes de conspiration par des faits. Le texte était un appel désespéré à la normalité germano-juive. Mesdames, Messieurs, cette publication date de 1932, un an avant l'arrivée au pouvoir des nations socialistes. Un an plus tard seulement, en 1933, le NSDAP obtient 44,5% des voix aux élections du Reichstag. Ils ont pris le pouvoir dans le pays avec le soutien de plus de 50% de la population allemande. À cette époque, selon un recensement effectué en 1933, environ 500 000 Juifs vivaient en Allemagne. S'ensuivent 13 années de guerre et d'extermination, le meurtre de 6 millions de Juifs de toute l'Europe, enfants, femmes, hommes, et beaucoup de mes proches étaient parmi eux. Mesdames, Messieurs, à cette époque, la communauté juive célébrait 1600 ans de vie juive en Allemagne. Il y a environ 100 ans. Après 1945, la vie juive en Allemagne s'est pratiquement éteinte. Il y a environ 30 ans, dans les années 1990-2000, de nombreux Juifs ont immigré en Allemagne en tant que réfugiés contingents de l'ancienne Union soviétique. Cela a rendu possible la reconstruction d'une communauté juive, une nouvelle communauté juive en Allemagne. Aujourd'hui, environ 150 000 Juifs vivent à nouveau en Allemagne et une nouvelle vie juive se développe. Colorée, diversifiée et très bruyant. Aujourd'hui, les jeunes juifs exigent à nouveau d'être respectés en tant que partie intégrante de la société. Ils veulent un avenir en Allemagne et ne veulent plus être perçus uniquement comme des exotiques, des pièces des musées, de la mémoire, comme des victimes ou des objets de haine. Je me tiens devant vous avec un plaidoyer qui ressemble
effroyablement à celui d'il y a 89 ans. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'antisémitisme est en hausse, où les mythes de conspiration reprennent publiquement. Cela nous montre à quel point la lutte contre l'antisémitisme et pour la vie juive reste inchangée dans son importance et son actualité pour nous tous. Il y a une différence. Aujourd'hui, heureusement, le peuple juif n'est plus seul. Le large soutien, ce qu'on voit maintenant, de la politique, de la société, des églises à notre année, donne du courage et de l'espoir. Les gens semblent avoir compris que notre objectif, que la vie juive deviendra un jour normal dans notre pays, ne peut être réalisé qu'ensemble. Cela montre également que nous sommes tous prêts à défendre ensemble une société pluraliste et démocratique. Car ce n'est que dans une société pluraliste, exempte de discrimination, de préjugés, la vie juive en Allemagne et en Europe a un avenir. Merci beaucoup. Introduction et voilà, merci beaucoup pour cette superbe introduction qui nous place à la fois dans le passé, dans le présent, avec ce coup de théâtre du texte de 1932. C'est très bien fait. On va passer maintenant à la table ronde et je vais, comme ça vous pourrez les identifier plus facilement. Je vais demander à Roger Attali de monter sur l'estrade. Roger Attali, vice-président du CRIF, chargé de la mémoire, de l'histoire. Vous connaissez, c'est un homme qui fait partie de l'histoire juive à Toulouse, à la fois responsable, il fut un temps, du Fonds social juif unifié, responsable de l'ancien centre communautaire David Mordeau, un homme qui aujourd'hui est à Hebraïca, il est plusieurs fois vice-président parce qu'il refuse d'être président, et c'est vrai. Et c'est aussi un homme de bonté, notamment dans son travail à la Maison de l'Emploi à Balma, où il a laissé son empreinte et un excellent souvenir. Je demande ensuite à M. Rouchy de monter à l'estrade. M. Rouchy est prêtre catholique. Il est plus précisément chargé des relations interreligieuses. Il a plusieurs missions. Celle de la charte de la fraternité auprès de la préfecture, celle de Toulouse, laïcité, fraternité auprès de la mairie, et puis, très TRAIT original, il enseigne à l'Institut catholique de Toulouse, mais il enseigne la culture arabo-islamique à l'Institut catholique, dire si c'est un homme d'ouverture. Je demande ensuite à M. Melouki Abdelatif, voilà. Donc, Monsieur Abdelatif Melouki, nous le voyons dans toutes les entreprises, quand je parle d'entreprises, tous les projets qui visent au dialogue interreligieux. Il a plusieurs titres, et à plusieurs titres, il intervient dans quasiment toutes les organisations de dialogue interreligieux. Et c'est vrai que c'est un homme qu'on a toujours plaisir à retrouver par à la fois la pertinence de ses réflexions et par son humour toujours très présent. Et Monsieur Lars Olaf Aue, s'il vous plaît, qui est pasteur de la communauté protestante allemande de Toulouse. Il est très présent dans toutes les organisations protestantes, dans le dialogue interreligieux. Ce soir, on va établir un dialogue, mais on va établir un dialogue multilingue. On va voir, on va essayer. C'est-à-dire qu'à la fois M. Aue et M. Kovacs
vont parler tantôt en français, tantôt en allemand. Donc les traductrices que l'on remercie vivement vont devoir jongler, et nous aussi, un peu moins. Donc je remonte sur l'estrade à mon tour, et je voudrais poser une première question à Roger Attali par rapport à l'antisémitisme aujourd'hui. Cet antisémitisme à Toulouse, au niveau national, les rapports européens montrent qu'il est en croissance. Les rapports européens montrent que cet antisémitisme a augmenté en période de crise sanitaire, en période de crise sociale qui l'accompagne. Est-ce que aujourd'hui cela correspond à ce qui est vécu à Toulouse, à ce qui est perçu par le CRIF, qui est finalement le fer de lance du combat contre l'antisémitisme en France? Je crois sincèrement qu'il n'y a pas de spécificité antisémite à Toulouse, malheureusement, même si historiquement Toulouse a connu des affres antisémites qui étaient des affres anti-judaïques au Moyen-Âge, avec la cérémonie de la colafisation devant la cathédrale Saint-Étienne, qui consistait à gifler un responsable juif avec un bras ganté de fer par l'archevêque de Toulouse. Mais je passe là-dessus, ce n'est juste qu'une petite anecdote, si je peux dire, historique. Aujourd'hui, je crois que les fondements de l'antisémitisme ont beaucoup basculé depuis mars 2012 avec l'assassinat des enfants de l'école Otsar HaTorah. Et là, on s'est aperçu que, d'une certaine façon, la bête immonde dont parlait Brecht était toujours vivante, elle était toujours là à attendre sa proie. Et nous constatons que malgré tous les efforts que tout le monde essaye de faire pour essayer de favoriser, de développer le respect de l'autre, la fraternité, la vie harmonieuse des uns avec les autres, nous nous apercevons que malheureusement, nous restons toujours en attente d'une véritable vague de fraternité, alors que nous avons droit à une vague d'antisémitisme, mais pas seulement d'antisémitisme, parce qu'il y a également de la christianophobie, de l'islamophobie, du racisme, et donc ce n'est pas seulement les juifs. Il y a une sorte de méfiance de ce que l'on ne connaît pas, et on essaye de laisser de côté, de marginaliser, de stipendier les personnes qui ne font pas partie de son cercle immédiat. Et nous essayons, le CRIF et Hebraïca, nous essayons de faire en sorte, par exemple, de faire visiter la synagogue. Synagogues. On verra justement les combats que chacun mène. Mais pour l'instant, si on s'en tient au constat, merci Roger, mais si on s'en tient au constat, je voudrais savoir, Monsieur Melouki, est-ce que, comme le disent les rapports européens, on ne va pas les mettre en doute, mais est-ce qu'en France, vous voyez cette augmentation de l'antisémitisme? Merci de m'avoir invité et participer à cette table ronde. Et bien sûr, je m'adresse au public, beaucoup de jeunesse ici, et pas que. J'espère qu'on va pouvoir aussi transmettre et puis partager des idées. Et avant tout, pour répondre à la question précisément, l'augmentation de l'antisémitisme, bien sûr, il n'y a pas de doute. Mais comme il le disait mon cher ami Roger, il y a aussi du racisme, de l'islamophobie, il y a aussi de la haine de l'autre, quelle que soit la différence, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, ou même s'il n'a pas de religion. Aujourd'hui, si on revient un peu aux causes, qu'ils soient des causes politiques, géopolitiques ou religieuses, il y a ce rejet de l'autre qui représente ce qu'on appelle une minorité. La minorité, elle est toujours visée en premier lieu, tout simplement parce que, comme
elle a été, par exemple, en Allemagne pendant la guerre ou plus en Europe. Je pense qu'on va s'adresser on va attaquer la minorité qui est, on va dire, entre guillemets, fragile, mais en même temps, qui peut être rejetée, qui peut aussi être en partie la cause des problèmes qui existent dans la société. C'est aujourd'hui, si je peux, de mon point de vue, ou du point de vue des Français de confession musulmane, qui sont en majorité, vivent en tranquillité avec la société, qui sont attaqués parce qu'il y a une minorité qui aussi cause beaucoup de problèmes. Roger l'a bien dit depuis 2012, mars 2012, a causé des torts, beaucoup de torts aux musulmans. Aujourd'hui, on s'attaque aux musulmans. Mais je pense, en échange avec des amis juifs, on m'a dit, mais aujourd'hui, on vous attaque beaucoup, on parle de vous beaucoup aujourd'hui, mais vous êtes que le passage par la suite peut attaquer aux autres, qui sont peut-être demain les juifs ou d'autres personnes. Alors, je pense, si nous, entre nous, comme communauté, qu'on fait partie de la communauté nationale, étant donné que en France, il n'y a que la communauté nationale qui compte, forcément, il y a des communautés qui se retrouvent dans la langue, dans la culture, dans la religion. Mais aujourd'hui, si on ne se bat pas ensemble contre la haine de l'autre, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on se retrouvera aujourd'hui, on s'attaquera aux plus faibles et on s'attaquera aux autres et on finira à un moment donné, je pense, moi ça avait été effrayant, les chiffres que j'ai entendus tout à l'heure en disant qu'en 1933, avec plus de 50% des Allemands qui ont voté pour le national-socialisme. Alors que c'est la société quand même, c'est pas rien, ils ont voté. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette image aujourd'hui, en France, à l'approche des élections prochaines, aux échéances, on a un déferlement mais incroyable des gens qui sont en train de baver, excusez-moi le terme, sur l'autre, juste des généralités. Est-ce que ce n'est pas une sonnette d'alarme pour se dire aujourd'hui, je ne suis pas attaqué, ça ne m'intéresse pas. On s'attaque aux musulmans, ce n'est pas grave, c'est juste parce qu'aussi ils causent des torts. Mais peut-être, on est tous concernés, on peut être concernés. L'antisémitisme augmente, l'islamophobie aussi, la chrétianophobie aussi, parce qu'il y a des actes chrétianophobes contre, on va s'attaquer aux cimetières, on va s'attaquer aux églises, on va tuer même des prêtres dans les églises. C'est affreux, c'est inimaginable, mais on s'attaque petit à petit à tous ceux qui ne ressemblent pas, quel que soit. Je pense qu'il faut qu'on s'attaque à tous ces extrêmes, quelles que soient leurs origines, que ce soit des origines musulmanes, des origines arabes ou africaines ou chrétiennes, peu importe. Aujourd'hui, il faut qu'on soit solidaires entre nous. Très bien. D'accord. C'est vrai. C'est vrai. Toutefois, il y a un rapport européen qui est sorti tout simplement en octobre, donc ce mois-ci. Et ce rapport européen qui a fait une étude sur l'ensemble de l'Europe donne un chiffre. 71% des juifs européens évitent de porter un signe qui les désignerait comme juifs. Je ne sais pas si c'est le même cas dans toutes les autres minorités. 71% dans l'Europe. Mais on pourra continuer à en discuter, évidemment. Monsieur Aue, vous êtes à la fois allemand, en France. Est-ce que la question va être légèrement différente? Est-ce que la dimension antisémite fait partie de vos préoccupations au sein des temples, en tant que pasteur? Je me permets de parler en allemand. C'est plus facile pour des choses compliquées. Alors, je me permets de parler allemand. Oui, c'est vraiment aussi un problème parce que dans l'Église protestante allemande, nous voyons également l'antisémitisme augmenter et non pas diminuer. Et c'est surtout, on le voit dans le quotidien. C'est-à-dire pas forcément des grandes manifestations agressives, mais vraiment des manifestations banales du quotidien. Par exemple, des rencontres où
où on dit que finalement, au Café du Commerce, on entend des opinions antisémites. Et en tant qu'Église protestante, nous avons le devoir également à chaque fois de protester, de dire que ce n'est pas acceptable. Et notre Église protestante considère qu'il est important que justement qu'il y ait un changement de paradigme. 1700 ans de vie juive en Allemagne et donc dont 100 ans où l'Église a pris conscience de sa responsabilité et donc de sa responsabilité dans la déconsidération aussi du judaïsme. Et ça, on a compris que c'était évidemment totalement impossible. Il faut au contraire prendre conscience que nous avons des racines communes, que nous avons énormément de textes communs qui nous rassemblent. Et cette année commémorative est tout à fait l'occasion d'en prendre conscience à nouveau. Ça me rappelle un professeur de l'Ancien Testament qui disait « Les Juifs et les chrétiens sont en chemin vers le même Dieu, simplement sur des chemins différents. » Et c'est ça vraiment, je crois, qui doit nous rapprocher les uns des autres. Ce qui, pour moi aussi personnellement, est particulièrement important, et je m'en suis rendu compte quand j'ai écouté M. Kovacs, quand j'étais jeune, que j'avais 16 ans, 17 ans, je n'avais aucun contact avec des juifs, je n'avais pas de connaissances juives. Je viens de Lübeck, où il y a une synagogue qui est tout à fait vivante. Et c'est seulement quand je suis devenue pasteur, finalement, que je me suis rendu compte qu'il y avait ces contacts-là. Et c'est en discutant avec les gens de cette synagogue que je me suis rendu compte de tous nos points communs. Et à mon avis, c'est vraiment la clé, c'est-à-dire les rencontres interpersonnelles. Merci. Effectivement, là, on suit un peu le même chemin, celui que mène M. Rouchy depuis des années. Monsieur Rouchy, l'antisémitisme, je ne vais pas vous interroger sur l'antisémitisme au sein de l'Église catholique, mais dans votre entourage, avez-vous ressenti, depuis les années 2000, on a parlé de 2012, mais depuis les années 2000, avez-vous ressenti une aggravation ou une augmentation du sentiment antisémite? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Je précise que je n'enseigne plus depuis 2016. Je suis comme le Marc, je n'ai plus cours depuis 2016. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr, ma délégation aux relations interreligieuses m'a invité, évidemment, de façon plus intense à être attentif à tout ce qui peut nuire justement à ces bonnes relations et à la montée donc de la haine et en particulier de l'antisémitisme. Alors personnellement, bon, comme tous les Français attentifs à la vie sociale, je ne peux qu'être atterré de voir la télévision nous donner jour après jour davantage de statistiques un peu catastrophiques en la matière. Et nous essayons justement à Toulouse de répondre aux sollicitations des collectivités territoriales et des entités, disons, qui structurent la société pour essayer de lutter ensemble contre l'antisémitisme. Alors, cela sera certainement évoqué par d'autres participants, mais nous avons donc depuis 2012 un groupe à la préfecture qui s'appelle Charte de la Fraternité, après les attentats catastrophiques donc, de l'école aux Aratora et
des attentats de Montauban, de Toulouse, bon, après le Bataclan, donc, un groupe à la préfecture appelé Charte de la Fraternité, c'est justement de promouvoir des activités en direction du public pour lutter contre l'antisémitisme et plus généralement contre la haine de nature religieuse. Il y a aussi un groupe à la mairie de Toulouse qui s'appelle Toulouse Laïcité Fraternité, alors qui a un but beaucoup plus pratique, mais qui concerne aussi les relations interreligieuses et par ricochet les luttes contre l'antisémitisme. Il s'agit de donner au personnel municipal des recettes pour gérer les questions qui viendraient de problématiques religieuses. En particulier, bon, les demandes de religion par rapport à la nourriture dans les écoles. Bon, là, nous sommes en train de réfléchir sur la question de carrés musulmans dans les cimetières. Voilà, donc ce sont des questions que nous affrontons ensemble et cela crée une fraternité très grande entre nous. Il y a également un groupe qui se réunit une fois par an dans le contexte juridique. Et là, nous avons malheureusement des statistiques qui nous sont données par les représentants du procureur et qui nous donnent malheureusement la connaissance de l'ampleur du phénomène. Et là aussi, nous essayons de lutter ensemble. Voilà. Effectivement, l'ampleur du phénomène. Et là, je voudrais, après avoir plus précisément évoqué la France, avec M. Kovacs, évoquer la France et l'Allemagne. Dans le rapport de la Commission européenne, toujours de ce mois d'octobre, il a été étudié la montée de l'antisémitisme en ligne durant la pandémie, et 2 pays ont été examinés, et on voit qu'on suit les mêmes, enfin c'était des camemberts, mais on suit les mêmes courbes, c'est-à-dire une courbe très inquiétante sur cette montée, avec notamment les théories du complot concernant la Covid, le conspirationnisme, enfin, les absurdités qu'on a entendues. On croyait que c'était des absurdités qu'il ne fallait pas prendre en compte, mais on voit que en Allemagne et en France, cela suit exactement le même mouvement. La seule différence, c'est que en France, c'est plutôt Facebook, et en Allemagne, c'est plutôt Telegram. C'est pas la même plateforme. Mais vous-même, que voyez-vous? Est-ce que vous avez l'impression que on a des mêmes mouvements, justement? Est-ce que cette étude sur la période de pandémie révèle plus largement un mouvement ascendant de l'antisémitisme en France et en Allemagne en même temps? Bon, c'est très difficile à dire parce que moi, j'habite en Allemagne et je suis la presse aussi en Allemagne, la société et tout ça, mais j'ai vu aussi que l'antisémitisme, c'est pas seulement un problème de la France et de l'Allemagne. Je crois que aujourd'hui, c'est un problème européen, c'est un problème mondial en fait, et très très politisé aussi. Je crois que en fait aujourd'hui, je peux parler de l'Allemagne, c'est un peu le sentiment. Jusqu'à maintenant, oui, on ne sortit pas avec le kippa dans la rue. Maintenant, on se demande si on peut entrer la synagogue avec ce kippa. C'est déjà un autre niveau de risque, déjà. Et on voit, en fait, les attaques chaque jour. En Allemagne, c'est très régulièrement. On a maintenant une discussion, c'est pas très clair si c'est menti ou pas menti, ou qui a dit quoi, mais en fait, on a chaque semaine, chaque 2 semaines, on a une discussion dans les médias à propos de l'antisémitisme. Et dans le même temps, on a les médias sociaux, et on voit, spécialement s'il y a une crise en Israël, entre Israéliens et Palestiniens, on voit une augmentation énorme dans les commentaires antisémitisme en Allemagne. Et je crois que c'est la même chose en France. Et en général, il faut dire que c'est pas seulement, comme vous avez dit, c'est pas seulement un problème des Juifs. En fait, je vois le antisémitisme, le niveau de l'antisémitisme, c'est un peu un thermomètre de fièvre de la démocratie, comme vous avez dit. Et en fait, c'est un problème, comment les minorités en fait, sont regardées dans la société. Par exemple, en Allemagne, il ne faut pas oublier que 20% de la population, ils ont une, comment dit-on, une origine de migration, même en Allemagne.
En France, probablement plus grand. Et bien sûr qu'on a le problème aussi, bien sûr, d'immigration d'Afghanistan et tout ça, où l'antisémitisme est très, très politisé. Ils sont venus en Allemagne, il y a un problème, mais il ne faut pas réduire en fait le problème sur les peu immigrants qui sont venus de l'Afghanistan. Justement, on voit que l'antisémitisme est présent, il est présent en Europe. Encore un chiffre, mais ce sera l'un des derniers de cette soirée. 34% des juifs européens évitent les lieux juifs et les manifestations juives. 34%, c'est énorme, ils ont peur. Et on va essayer maintenant d'aborder les causes. Pourquoi en 2000, parce que le rapport, il date, encore une fois, il est sorti en octobre maintenant, 2021, donc c'est extrêmement récent. Pourquoi on a cette montée de l'antisémitisme? Pourquoi cette peur des Juifs en Europe? Et je voudrais commencer par poser la question à M. Rouchy, en tant que prêtre, mais aussi en tant qu'homme militant dans la société. Alors, l'antisémitisme a malheureusement des racines extrêmement anciennes. Et on peut dire que les circonstances historiques varient, mais que l'attitude de fond est toujours la même. Alors, au-delà, effectivement, des circonstances, je dirais, il y a un antisémitisme de fond qui est presque originel et qui remonte à une accusation dont l'Église catholique en particulier a mis beaucoup de temps à faire justice. Le peuple juif était considéré comme le peuple déicide, puisque indistinctement on attribuait la mort du Christ aux Juifs. Théologiquement, c'est insoutenable, car ce qu'a tué le Christ, dans la vision chrétienne, c'est le péché du monde. Et donc pas plus celui des Juifs que des catholiques, que des bouddhistes. C'est le péché du monde qui a tué le Christ. Et donc les Juifs ne sont pas responsables de la mort du Christ. Alors, comment cette baliverne, si on peut dire, théologique, a pu prendre corps? Eh bien, parce que dans la société un petit peu unanimiste, on pourrait même presque dire totalitaire, de la chrétienté, il fallait un bouc émissaire. Comme tout le monde était censé être chrétien, le seul différent dans l'Europe médiévale, surtout à partir du XIIIe siècle, il est vrai, c'était le juif. Et donc, dès qu'une ville était assiégée et que les eaux étaient empoisonnées, c'était bien sûr la faute des Juifs. Lorsque l'on a fait la première croisade populaire, on n'a pas trouvé de musulmans, et donc à Carcassonne, on a tué les Juifs. Voilà, donc cette espèce à la fois de conjonction entre une fausse image théologique des Juifs et la nécessité d'avoir un bouc émissaire. Alors, effectivement, le Concile Vatican II a fait justice de cette fausse affirmation en disant que ce n'est même pas les Juifs du temps du Christ qui sont responsables de sa mort, même si les grands prêtres, pour des raisons politiques avec les Romains, ont été dans la chaîne causale des éléments. Voilà, donc ça, c'est quand même extrêmement important. D'accord. Je pense très rapidement qu'au-delà de cette erreur théologique qui a été tragique, il y a une cause qui est toute à la gloire des Juifs. Je veux dire que les Juifs, c'est d'abord le peuple de la Bible. Et le peuple de la Bible va s'inscrire contre toute forme d'idolâtrie. Et en particulier, le soleil et la lune ne sont créés que le 4e jour, et ce ne sont que des lustres pour faire le calendrier, en particulier liturgique, comme dit le texte biblique. On ne pardonnera jamais cela aux Juifs parce que ça désenchante le monde et ça empêche d'attribuer une divinité à toute autre chose qu'à Dieu. C'est et intéressant. donc l'État n'est pas Dieu. Et c'est pour ça profondément, je crois,
que le totalitarisme nazi qui divinisait l'État a persécuté les Juifs. Et donc toute idolâtrie ne supporte pas le peuple juif. Et je pense que nous pouvons nous mettre, les chrétiens, puisque nous sommes aussi nourris par la Bible, dans cette Urgrund, on peut dire, de l'antisémitisme. Merci beaucoup, très, très intéressant. Monsieur Aue, le bouc émissaire en France, c'est un livre de René Girard. C'est une théorie qui a surtout été diffusée par René Girard qui était protestant. Est-ce que dans la dimension protestante, on a là aussi le juif comme bouc émissaire ou comme personne à abattre? Non. Il n'y a pas de théorie du bouc émissaire dans la tradition protestante. Nous croyons que Dieu nous pardonne nos péchés. C'est ce que nous a montré et a vécu le Christ, Jésus, en mourant sur la croix. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu, indépendamment de nos mérites, de ce que nous faisons. Donc, quels que soient nos mérites, la grâce de Dieu nous est donnée. Donc, c'est absolument pas au centre de notre foi. Pas du tout la même progression. Monsieur Melouki, je ne veux pas vous interroger sur la conception du juif dans l'islam, mais l'islam, aujourd'hui, lorsqu'il est mis en cause, c'est surtout lorsqu'il a une dimension politique. C'est dans les trois religions, celle qui a le plus une dimension politique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'antisémitisme est-il essentiellement politique, d'origine politique, voire géopolitique? Je pense à travers les siècles, je pense que la religion, les religions ont été instrumentalisées pour justement se maintenir au pouvoir. Les sultans ou les rois, ils ont toujours utilisé, ou même les politiques aujourd'hui utilisent la religion pour se maintenir au pouvoir et par cela utilisent bien sûr les textes scripturaires pour essayer de transmettre des messages de haine envers l'autre. Et là, j'en parle en général. Mais comme tu m'interroges sur l'islam politique qui existe bel et bien, et malheureusement dans le monde musulmans, que ce soit par exemple en Iran, que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs, j'évite un peu de citer tout, mais en tout cas, les doctrines qui sont sous la coupole, on va dire, des pouvoirs politiques, instrumentalisent bien sûr, et les ulamas, ce qu'on appelle les savants religieux, ce qu'on appelle, ils donnent des fatwas, ce qu'on appelle les avis juridiques, justement pour justifier la haine de l'autre, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens. Mais si on revient justement au texte scripturaire, la majorité des musulmans, et même le texte scripturaire lui-même, ne porte pas la haine contre l'autre. Mais aujourd'hui, malheureusement, même au sein même des musulmans, on va dire, on va excommunier des musulmans parce qu'ils ne pensent pas la même chose. On a vu, par exemple, Daesh, il tue les sunnites, tue les chrétiens, tue tout le monde, justement, parce qu'ils ne partagent pas, justement, cette doctrine. Malheureusement, on est tous victimes, justement, de cet islam politique qui est utilisé aujourd'hui. Malheureusement, en France, on le voit. Et est-ce que cet islam politique est très, très impliqué idéologiquement par le conflit israélo-palestinien? Je pense que... alors, je pense... je te vois venir. Alors, ce problème israélo-palestinien, je pense, date depuis les années 50, on va dire. Moi, j'ai encore aujourd'hui dans la mémoire et ce qu'ont me raconté mes parents, mes grands-parents, ce problème entre juifs et musulmans n'existait pas, en tout cas entre
dans la société, on va dire, à majorité musulmane. Je donne l'exemple dans le Maghreb, au Maroc, en Tunisie, ce problématique n'existait pas. Après, forcément, ce problème a fait que beaucoup de Juifs sont partis de ces pays-là pour partir en Israël pour multiples raisons. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ça a créé justement ces problèmes. Pour justement justifier la défense, on va dire, pour défendre les Palestiniens, on va porter cette haine contre le juif, pas contre la politique n'est pas là pour parler de la politique d'Israël, mais en tout cas contre le juif qui peut être le voisin. Moi, j'ai de mémoire, j'ai des personnes avec qui j'ai grandi, on n'avait pas ce problème. Des personnes âgées ou des personnes jeunes, on n'avait pas ce problème-là, parce que justement, on partageait les repas, on partageait les moments de fête, de joie, même des moments de deuil ou des moments de tristesse, parce qu'on faisait société commune, et voilà. Et ce problème israélo-palestinien a fait qu'à diviser encore plus, à donner encore plus d'éléments de langage, ou plutôt des éléments pour pousser les gens à haïr l'autre, tout simplement parce qu'il est juif. Et c'est là l'erreur fondamentale, je pense. Pour ne pas être trop long. Hein. Non, mais merci de dire les choses clairement. Roger Attali, parmi les causes de l'antisémitisme, on a vu l'importation du conflit israélo-palestinien, un dialogue religieux avec la conception du juif, mais qui a évolué aussi bien dans l'Église catholique que chez les protestants. Est-ce que de manière plus large, aujourd'hui, en 2021, et depuis peut-être une vingtaine d'années, l'antisémitisme n'est-il pas dû aussi à une ignorance croissante? Oui, je voudrais d'abord remercier mes collègues parce que tout ce qu'ils ont dit me paraît être de l'ordre de la vérité pure, mais je voudrais ajouter 2 ou 3 éléments, par exemple à ce qu'a dit Jean-Jacques par rapport à Vatican II et par rapport au fait que le peuple déicide a disparu des missels des messes. Et il y avait aussi l'habitude tout à fait répandue de comparer, de dire Vetus Israël au lieu de Verus Israël. Expression latine, le vieil Israël au lieu du vrai Israël. De la même façon d'ailleurs qu'en traduisant le latin testamentum, on s'est trompé. Testamentum ne veut pas dire testament, mais veut dire alliance ou contrat. Donc c'était l'ancien contrat ou l'ancienne alliance et non pas l'ancien testament. Bon, ça c'est un petit détail, mais ça compte, parce qu'il y a des aspects purement religieux, mais il y a des aspects sociologiques. Il n'est pas innocent de considérer que les Juifs ont été considérés comme des coupables, tout simplement parce que, par exemple, dans les grandes pestes du Moyen-Âge, ils étaient probablement touchés comme les autres, mais ils avaient tendance à réduire le nombre de victimes, tout simplement parce qu'il y avait une vieille tradition de salubrité, de santé publique à travers les mikvés, c'est-à-dire les bains rituels. Donc il y avait une habitude extrêmement fréquente chez les Juifs de se laver les mains, et donc du coup ils étaient peut-être un tout petit peu moins touchés par les épidémies de peste. Il y a un autre aspect, on l'a beaucoup entendu, quand on nous a dit « nous sommes comme les canaris dans la mine ». Quand il y a un coup de grisou qui se prépare, c'est pas pour rien que les Juifs sont sur le devant de la scène, si je peux dire. Et lorsque la société va mal, c'est à travers le sort qui est fait aux Juifs qu'on peut décider ou exprimer le mal-être de la société. Alors, je crois qu'il y a des aspects qu'on n'a pas encore évoqués, mais qui existent réellement, qui sont des aspects sociaux, c'est-à-dire il y a une vraie et une extrême pauvreté dans certains quartiers, il faut le dire, et ce n'est pas la faute des Juifs si on les considère comme des nantis par rapport à des pauvres. Ça fait partie, malheureusement, de ce langage qui nous poursuit depuis des siècles. Le Juif, il était à la fois haï par les capitalistes et haï par les communistes. Donc on avait la double casquette de celui qui avait de l'argent ou de celui qui n'en avait pas, ou qui voulait le partager. Donc la réalité, je pense, d'aujourd'hui, elle est multiple. Il y a énormément de raisons
qui font qu'en particulier, on se méfie ou on est celui qui n'est pas comme vous. Donc, c'est pour cette raison que nous essayons, et avec Jean-Jacques, avec Abdelatif, avec Didier Bernis, qui est ici aussi le responsable protestant sur Toulouse, nous essayons, je dis bien nous essayons. Alors, je crois que notre avenir est lié à notre degré d'espérance. Je pense que nous sommes embarqués dans une sacrée galère, tous, et que si nous essayons de trouver une solution d'harmonie et de mieux vivre ensemble, alors je sais que c'est un terme qui est assez galvaudé, on a beaucoup employé ce terme pratiquement pour ne rien dire parfois, je crois que nous avons le devoir de nous faire connaître les uns et les autres. Par exemple, nous avons mis en place avec le rectorat et la préfecture en 2015 un diplôme universitaire droit et religion à la faculté de droit. J'y participe, Jean-Jacques y participe aussi. Nous essayons de faire connaître, alors bien sûr il y a les aspects purement juridiques, législatifs, concernant la laïcité, concernant les religions, mais nous essayons de faire connaître les uns aux autres, puisqu'il ne s'agit pas de le public de ce diplôme, c'est un public qui n'est pas un public étudiant en premier cycle, mais c'est un public de formation continue. Donc il y a des responsables de CAF, des responsables de services pénitentiaires, etc., qui se trouvent confrontés tous les jours à des difficultés diverses et variées concernant les religions. Jean-Jacques en a parlé avec Toulouse Fraternité, on essaye de mettre en place un modus vivendi pour que tout soit acceptable par les uns et par les autres, dans le respect et la dignité, c'est le plus important. Donc, il y a cette énorme ignorance, et je peux vous assurer, vraiment je ne mens pas, je peux vous assurer que dans les cours que nous donnons à l'université, dans le cadre de ce diplôme universitaire, je suis sidéré par le manque de connaissances des chrétiens par rapport au monde chrétien, des chrétiens par rapport aux juifs, des chrétiens par rapport aux musulmans, des musulmans par rapport aux juifs. C'est absolument catastrophique. Donc le travail est rude, la tâche est très difficile, mais elle est vitale pour nous tous. Oui, c'est ce que disait Abdelatif Melouki. Tout le monde, on est tous dans le même bateau, et effectivement, ce qui concerne l'antisémitisme concerne les autres formes de rejet. Je voudrais m'adresser à M. Aue. Dans un message que vous m'avez fait sur Internet, parce qu'on a essayé de préparer un peu ce dialogue, pour sortir de l'antisémitisme, bien sûr, nous avons tous évoqué l'éducation, nous avons tous évoqué l'instruction, nous avons tous évoqué l'idée alors je vous mange un peu la parole, je suis désolé, mais l'idée de faire de multiplier les rencontres entre humains. Et vous avez écrit, Monsieur Aue, développer la conscience de soi. Ça me semble être hyper intéressant. Ça veut dire, quand on est bien dans ses baskets, on ne va pas aller embêter les autres. Für mich ist, glaube ich, der Schlüssel Pour moi, la clé pour sortir de cette spirale de l'antisémitisme, il faut se rendre compte de sa propre religion, de ses racines. Si notre histoire est claire pour nous, notre culture, l'autre ne peut pas être si étranger pour nous, et l'autre ne nous fait pas peur. Le moins que nous en sait de nous-mêmes, le plus on a peur d'autres religions, d'autres êtres humains, et là on a des préjugés et de la haine, et bien sûr des peurs de rencontre. Et il faut toujours rappeler aux gens d'où est-ce qu'ils viennent. Bien sûr, on a cette tâche à l'école, à l'église, donner de l'instruction, du savoir, quelles sont les racines de notre histoire,
Et bien sûr, il faut favoriser les rencontres personnelles. Il faut savoir de plus en plus de l'autre et il faut se rencontrer à hauteur d'œil. Effectivement, merci. Je vais poser une dernière question avant de laisser la parole au public. Je sais, on pourrait dialoguer comme cela pendant des heures, mais ce n'est qu'un survol. Et la dernière question, je voudrais la poser à M. Kovacs. Vous avez entendu parler des Français ce soir. Vous avez plus de 2000 manifestations en Allemagne. Est-ce que vous voyez une différence entre ce qui a été dit ce soir et ce que vous vivez tous les jours maintenant dans vos voyages que vous faites à l'intérieur de l'Allemagne? Je crois honnêtement, et ça c'est personnel, je crois qu'on est un peu plus avancé en France qu'en Allemagne. Déjà, sur la discussion interculturelle. J'ai l'impression que la Shoah a évité un peu l'interaction entre les juifs et non-juifs en Allemagne jusqu'à aujourd'hui. Peut-être ça change maintenant. Ça a dressé un mur? Voilà, c'est un peu comme une crampe. Tous les deux parties ont des psychoses psychotiques qui viennent de la passé de la famille. Et, je crois que honnêtement, je crois que c'est le cas. Et on habite bien sûr dans un pays, peut-être pas seul, mais ils ont inventé la Shoah finalement. Et ça donne quelque chose. Mais je crois que c'est en train de changer. Et je crois que les discussions sont très très similaires, spécialement si on parle de la communication entre le monde islam, on dit comme ça, voilà, et juive en Allemagne et en France. Et les problèmes de l'antisémitisme et peut-être aussi le problème de compréhension. Est-ce que l'antisémitisme ou la communication est politisée en fait? Je crois que c'est très très similaire. Et peut-être finalement, seulement de dire qu'en Allemagne aussi, c'est comme ça, je crois que c'est aussi étudié, c'est les chiffres que l'antizionisme, comme on dit, j'ai parlé avant d'un virus qui est mutant dans l'histoire. On a anti-judaïsme, antisémitisme. Aujourd'hui, c'est l'antizionisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas beau d'être antisémitisme. C'est pas, ça donne pas... C'est mieux d'être contre le, comment dit-on, Schwiegertochter, voilà. Ça donne une bonne, comment dit-on, bonne impression. Alors, être antisémitisme. C'est la vilaine fille. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais être antisémitisme, c'est pas beau dans la société. Je crois que c'est accepté. Mais être contre Israël, ça c'est possible. Malheureusement, bien sûr qu'on peut avoir des opinions sur la politique, mais finalement c'est utilisé comme via une Brücke zum Antisemitismus. Désolé. Un pont pour l'antisémitisme moderne. Alors ce pont, et je vais faire passer le micro dans la salle, mais là personnellement, je ne peux pas empêcher de parler de la culture. Et c'est vrai que le message interculturel, le passage interculturel, c'est un combat quotidien, c'est ce que nous faisons en permanence. Et j'ai l'impression que Toulouse, pour rester dans notre petit périmètre, Toulouse est très très actif à ce sujet-là. Par exemple, sur les relations, je resterai sur les relations franco-allemandes et une meilleure connaissance entre Français, Allemands sur les Juifs. Et je citerai par exemple, c'est pas un hasard que là, en quelques semaines, vous pouvez voir à Toulouse le spectacle Opa de la compagnie Vassistas et Ilka qui est ici, au Théâtre du Pavé le 28, au Goethe Institute avec lequel on travaille beaucoup. Je ne vais pas vous donner toutes les dates. Le 22 janvier à l'Espace Roguet parce qu'on a des partenaires politiques, la région, le département pour l'Espace Roguet et les chemins de la République. Toujours au Goethe, ce sera le 2 décembre, c'est le Goethe Institute qui va recevoir un spectacle sur Kurt Weill, et ainsi de suite. Et on a ce dialogue interculturel, et pour ma part, j'ai l'impression que c'est la clé de tout, mais bon, je ne vous laisse pas la parole, c'est la clé de tout. Mais je vais laisser la parole au public maintenant. Non, il y a d'autres clés.
Très bien, je vais poser la première question et je donnerai le micro après. Maurice a parlé de la culture et je voudrais parler, question posée à M. Kovacs, de l'éducation. C'est vrai que les statistiques que vous avez formulées tout à l'heure donnent un peu froid dans le dos, et notamment celles qui touchent les plus jeunes. Et ma question, c'est quid de l'éducation? Comment en est-on arrivé là? Quelle est la place de l'éducation? Et est-ce que l'éducation a en partie, civique, a en partie failli sur ce point en Allemagne? C'était très vite et je n'ai pas ma traduction malheureusement, mais j'essaye. En fait, je crois que on croit tous que l'éducation est très important, si j'ai bien compris. Et pourquoi on n'a pas réussi peut-être avec les chiffres? Jusqu'à maintenant, en fait, on n'a pas réussi depuis 1700 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant quelque chose de très nouveau qu'on a encore de l'antisémitisme. Mais en général, on est très concentré, au moins en Allemagne, de faire éducation sur le passé, c'est-à-dire sur l'histoire, sur le Moyen Âge, qu'est-ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais on oublie en fait qu'il y a une société aujourd'hui qui habite ici et peut-être qui n'est pas visible. Et on a parlé d'empathie qui est très important, de se faire connaître dans la culture. Et je crois, personnellement, et je vois l'évidence aussi, qu'on ne fait pas trop dans l'école, dans l'éducation, pour avoir cette empathie de parler ensemble. Voilà. Merci. Quelqu'un avait demandé le micro. Oui, bonjour, Judith Amalric-Zermati, je me présente et je voulais vous remercier pour votre intervention et saluer mes enseignants du DU Droit et Religion, diplôme, enfin formation dont je vante les mérites et qui devrait être rendue obligatoire dès le plus jeune âge et élargie au plus vaste public. Alors, c'est vrai que j'étais venue parce que je pensais entendre parler de la vie juive en Allemagne. Et donc, malheureusement, c'est une réalité. Vous avez beaucoup parlé d'antisémitisme. Et on ne peut pas éluder ce fléau et ce danger qui nous menace au quotidien. Mais moi, j'avais des petites questions parce que j'étais le week-end dernier en Allemagne dans la forêt noire. Et partout, je reconnaissais sur les pancartes des noms d'amis juifs toulousains d'origine allemande, Spielberg, enfin je passe des tas de noms. Et donc je me suis dit, oula, je ne sais pas si les juifs sont encore vivants ici et présents, mais en tout cas les noms de bourgades sont des noms de famille en tout cas. Et donc je m'interrogeais, je voulais avoir monsieur le consul, plus de renseignements. Madame le consul et oh pardon. Mais je voulais monsieur Kovacs, pardon, et donc sur en fait les composantes de la vie juive, en fait à combien s'élève je ne sais pas si ça a été évoqué, la population juive en Allemagne. Le nombre, l'importance des synagogues et la structuration des communautés. Vous savez qu'ici, 2 juifs égale 3 synagogues, donc il y a des communautés donc consistoriales, libérales, orthodoxes, et je voulais avoir plus de précision sur les composantes et en fait que vous me parliez même si c'est difficile aujourd'hui, de la consistance et de l'expression de la vie juive en Allemagne. En 2 minutes. Voilà, j'essaie dans 20 secondes en français. Voilà, en fait, il y a 150 000 des juifs, peut-être 200 000 en Allemagne aujourd'hui. C'est un peu problématique parce que, en fait, halachiquement, on dit comme ça, on ne peut pas compter vraiment, c'est-à-dire on a 100 000 inscrits dans les communautés juives qui sont plutôt orthodoxes. Il y a aussi des libéraux parce qu'en fait aujourd'hui on a une organisation unitaire, c'est-à-dire il y a des libéraux, il y a des orthodoxes, mais ils sont unitaires parce qu'en fait
il obtient de l'argent de l'État, comme les églises. C'est un peu différent, peut-être, comme système. C'est-à-dire, moi, je paye aussi l'impôt des églises, et cet impôt va directement à la communauté juive où je suis inscrit. Et il y a des contrats régionaux pour Nordrhein-Westfalen, pour Hambourg et tout ça, et ils ont négocié, en fait. Il y a une structure aujourd'hui, mais il faut aussi la vie juive, en fait, c'est une vie très interculturelle. C'est en fait pas, il n'y a pas une vie juive allemand comme on se imagine. On a discuté dans l'école aussi de ça, parce que plus de 90% des juifs sont immigrants de la Union soviétique. Et le reste, c'est-à-dire 15 000, on a fait la calculation en fait, c'est moi inclus qui est né en Roumanie. En fait, si on fait le calcul, il reste peut-être, je ne sais pas, 1000 gens juifs, allemands, vraiment allemands. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit c'est nouvelle, c'est une très très nouvelle société juive, c'est une vie nouvelle juive qui se établit maintenant. Je ne vais pas maintenant parler trop. Je fais ça maintenant 2 ans, mais en fait, on a maintenant des structures de jeunes qui se intègrent dans la société. Et c'est quelque chose qui est en train de changer très, très vite et beaucoup. Mais avec une nouvelle culture, ce n'est pas l'ancienne. C'est pas le Spielberg de 100 ans avant. C'est Zoltarev. C'est nouveau. Vous savez, c'est Kovacs. C'est autre chose. Alors, toujours pour M. Kovacs, j'avais une question. Je pensais que Judith allait parler des pierres sur lesquelles on trébuche, qui montrent effectivement, notamment en Allemagne, l'endroit où vivaient des Juifs et rappellent le souvenir de ceux qui étaient présents avant la Shoah, et qui est une façon aussi de donner un peu de matérialité au fait qu'il y avait des gens qui vivaient à une époque et aujourd'hui il n'y en a pas. J'ai découvert, moi, que le Land de Berlin a mis en place un bureau complémentaire de ce que fait la police, le RIAS, recherche, information, qui vise justement à recenser et à aider, accompagner la police d'ailleurs à entendre les plaintes pour des crimes et délits, mais aussi à recenser, au-delà de ce qui peut être caractérisé pénalement, toutes les petites nuisances de la vie quotidienne qui concernent les Juifs en Allemagne, et notamment à Berlin, puisqu'il y a effectivement une augmentation de l'antisémitisme. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, les tracasseries du quotidien, le fait qu'un rabbin se fasse houspiller, par exemple, ou des gens qui portent la kippa, enfin, ce qui a été dit, vous l'avez dit, il y a vraiment des tracasseries du quotidien qui font que la vie peut être vite insupportable. Et on l'a vu aussi lors des élections municipales à Berlin, il y a eu des candidats, notamment un candidat du SPD qui a été tagué. Effectivement, c'était I Love Sion, qui était sur son affiche, ça a été retiré, et donc c'était effectivement de l'anti-sionisme et qui cachait un antisémitisme viscéral. Je voulais savoir si cette opération donc, du Land de Berlin est développée et qu'est-ce qu'elle inspire comme politique de prévention justement contre les tracasseries du quotidien, au-delà de ce qui peut être puni pénalement, pour éradiquer ces tracasseries du quotidien qui vraiment mènent la vie difficile parfois. Bon, voilà, je suis aussi pas, il faut dire, j'observe, mais il y a des responsabilités et on a une structure en Allemagne, en fait, qui est très très unique, je crois, dans le monde. On a un représentant pour la vie juive et contre l'antisémitisme, c'est Felix Klein, qui fait un travail impeccable. Plus, dans chaque pays, je crois qu'il y en a 15 aujourd'hui, peut-être déjà 16, il y a aussi des gens qui sont responsables pour la vie juive et contre l'antisémitisme. C'est-à-dire il y a une structure, même dans la police, il y a un rabbin aussi dans le militaire, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Et RIA, ça c'est une connexion en fait aussi avec, pour faire le rapport, et ça marche très bien, quotidien. Ça ne change pas grand-chose de savoir qu'il y a l'antisémitisme avant... ont reçu l'antisémitisme, comment je peux dire. Je crois que d'une perspective juive, ça ne fait pas une grande différence, mais la visibilité est là. Et aussi, il y a une structure pour penser, je dis toujours, plus dans la perspective, en fait, des juifs ou des autres minorités, en fait. Parce que je crois que c'est très important. Jusqu'à maintenant, on a fait d'éducation, on a fait ci, on a fait ça, mais on n'a jamais pensé, en fait, des gens qui sont concernés.
On a toujours pensé théoriquement, on fait quelque chose pour la démocratie, contre le racisme, ces grands mots. Mais en fait, ça commence aussi avec Rias, en fait, de prendre la perspective de l'autre personne et aider, en fait, on dit en allemand, Opferperspektive, c'est-à-dire la perspective de victime. Voilà, merci. Et ça, je crois que ça change beaucoup aussi avec Rias, si j'ai bien compris en fait le travail. Mais plus de ça, qu'est-ce que se passe maintenant dans les aréas légales, aussi dans l'Internet et tout ça. Ça, c'est exactement le travail de Félix Klein, de observer et en fait de pousser la politique aussi, d'être réactif. Juste une petite question. Comment sont perçues par les Berlinois les petites plaques commémoratives qu'on voit dans Berlin? Ça dépend avec qui je parle. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent pourquoi il faut mettre le pied sur les morts. C'est un peu une chose de perspective. Je crois que en général, c'est bien parce qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire un don. Je peux ajouter quelque chose? Je suis berlinoise et j'habite dans un quartier de Berlin où il y a beaucoup de plaques commémoratives que vous avez décrivées. Il y a quelques maisons, il y a 10-12 plaques pour tous les individus, pour toutes les personnes qui ont vécu là. Et on observe, on lit les noms et surtout, par exemple, le jour, les jours commémoratifs, il y a des habitants des maisons qui nettoient les plaques, qui posent des fleurs. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas aussi des gens qui peut-être sont critiques, ont une attitude critique, mais bon, dans mon quartier, on peut vraiment observer que ça sert à une commémoration. Et je crois que pour moi, c'est une manière de commémorer très, très personnelle, parce que toute petite plaque, c'est une personne qui a habité. Et ça montre aussi que c'était les voisins. C'était pas des numéros, des chiffres, mais c'était les gens mes voisins, qui vous voulez le dire comme ça. Et bon, je crois que c'est une manière très, très, très bien, je crois. Et peut-être je peux dire seulement un mot, je crois que c'est très très vrai. Et en plus, aussi pour les enfants qui voient le nom, ils commencent de poser, j'ai quelques gens qui m'ont dit des questions, ils commencent de poser des questions de société. Et après ça, les parents peuvent expliquer qu'en fait, on a tous regardé et on n'a rien fait. C'était les voisins, voilà. C'était pas quelque chose abstrait. C'était ici le voisin de deux maisons plus, comment dit-on, voilà. À notre côté. Et je crois que ça, c'est très important, spécialement en général pour la société, de voir ça dans l'espace public. C'est toujours bien pour tout le monde de voir. Bonsoir. D'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette rencontre parce que je trouve que c'est un exemple d'écoute, de diversité et de pluralité. Et puis le point de vue et ce qui a été dit aussi sur ce qui se passe en Allemagne, en direct, en tant que témoignage de plusieurs personnes, me paraît très très important pour mieux comprendre ce qui se passe. Et je suis frappée de ce que vous avez dit, Monsieur Kovacs, parce que vous avez beaucoup insisté sur le présent. Moi, je suis allée à Berlin plusieurs fois, j'ai habité 20 ans à Strasbourg et on a beaucoup parlé avec des équipes allemandes en tant que chercheurs de ce qui s'est passé dans le passé.
mais il y a tout un désir de chercheurs, d'étudiants, de rencontrer et de comprendre mieux la société actuelle. Vous avez insisté sur ces célébrations et ces nombreuses manifestations, et vous avez dit, ça m'a beaucoup frappé, vous avez répété le terme de tangible et de visible. Alors je vous pose la question suivante. Est-ce que ça veut dire que la société juive actuelle en Allemagne n'est pas visible et n'est pas tangible? Bon, peut-être, c'est une bonne question. Peut-être, probablement, j'essaye de répondre. Je ne peux pas parler pour tous les juifs, mais en général, oui, c'est 0,2% de la population, c'est juif. C'est-à-dire, il y a des régions où chaque 4 000 personnes, 4 millions de personnes est juif dans la rue. C'est, par exemple, Mecklenburg-Vorpommern. La probabilité de voir un juif ou parler avec lui ou elle, c'est très très improbable. C'est-à-dire, déjà, c'est un problème. Il y a des programmes, on a parlé de ça, et il y a des personnes qui sont choquées. Meet a Jew en Allemagne. Avant, c'était Rent a Jew, qui est organisé par la communauté centrale en Allemagne. Et je crois, en général, les juifs sont moins choqués en fait que les non-juifs avec ça. Mais en général, c'est très cool parce qu'il y a des jeunes juifs qui visitent des écoles, qui font leur rencontre. Parce que la probabilité, comme j'ai dit, c'est très très peu de rencontrer un juif sur la rue, consciemment. En plus, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens, ils ont peur. Il n'y a pas des fous comme moi, toujours, qui sort et dit que je suis juif. Normalement, le juif normal, disons, il a peur ou elle a peur. C'est normal, parce que si on a chaque semaine de rapports dans la presse, c'est déjà une décision que moi, par exemple, j'ai pris avec ma famille. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne fais pas, hein, parce que c'est un peu risquant quand même pour la santé de moi et peut-être aussi de la famille. C'est-à-dire, déjà, ça, c'est la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, que beaucoup de gens, ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas, en fait, communiquer. Et avec 150 000 de 42 millions, ce n'est pas beaucoup. Si on diminue déjà avec les gens qui ont peur et les gens qui ne parlent pas peut-être très bien allemand, parce que c'est de la génération aussi immigrée, c'est déjà un problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut avoir des autres moyens de communiquer. Merci. On pourrait rester encore des heures. On va prendre une dernière question avant de laisser le mot de la fin à Madame la Consul et aux représentants du CRIF. Merci Maurice. Donc moi je suis Pierre Lasserie et comme je pense beaucoup d'entre nous ici, je fais partie d'une association, ou même de plusieurs, un petit peu comme Roger, de plusieurs associations. Et à ce titre, je suis évidemment très content de participer à cet entretien, à cette table ronde, je ne sais pas comment la nommer, mais comme tu viens de le dire, moi je suis très sensible à la façon dont vous avez traité ce sujet. Et vous l'avez, je trouve, très bien traité. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai même envie d'en avoir la traduction. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé aux interprètes. Alors, mon intervention, c'est pas tout à fait ça. C'est pour vous dire que je suis étonné et surpris dans le bon sens que pour une fois, nous qui déblatérons à longueur d'année sur le judaïsme, sur l'antisémitisme, pour une fois, on a traité une chose qu'on ne traite pas souvent. C'est les causes de l'antisémitisme. Et j'étais tellement content d'entendre le père Rouchy parler, d'entendre Adélatif parler, d'entendre ce monsieur qui est... voilà. Et je trouve que ça, c'est des choses que nous, les Juifs, nous ne faisons pas souvent parce qu'on considère que l'antisémitisme, on vit avec depuis des millénaires. Et je trouve que c'est rare les moments où on a l'occasion de penser l'antisémitisme dans la peau de l'autre, dans la peau de l'antisémite, puisqu'il faut le nommer un jour. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant, et je me suis surpris à penser aussi à cet antisémitisme auquel j'ai pensé peut-être il y a 10 ans, presque 10 ans, puisque j'étais parent d'élèves de l'école Haute-Saratora, et c'est des moments où on pense à l'antisémitisme, où on se dit pourquoi. Je fais aussi parler des témoins de la Shoah, et souvent dans des petites classes, dans des grandes et dans des petites, et c'est dans les petites classes qu'on entend des enfants de 6e dire à des rescapés de la Shoah, Monsieur Veslik, mais qu'est-ce que vous aviez fait? Voilà, ça c'est des questions profondes
est très intéressante. Voilà, et donc voilà, j'avais envie c'est pas une question qui est pour vous, c'est une question un petit peu pour tout le monde, mais si vous avez envie de répondre, avec plaisir. Est-ce que vous pensez qu'on peut avancer un tout petit peu? Par exemple, moi je fais visiter la synagogue Palapra, la plus vieille synagogue de Toulouse, le jour du patrimoine, des journées du patrimoine européenne, et c'est formidable, j'ai l'impression vraiment pas de changer le monde, mais presque. Les gens sont là, j'ai à peu près 500 à 800 personnes chaque dimanche depuis que je le fais, depuis 4 ans, et je me dis vraiment, je parle du judaïsme, j'enseigne un petit peu le judaïsme, très modestement, donc ça a eu du résultat. Mais en réalité, est-ce qu'on ne s'adresse pas toujours aux mêmes personnes? Comment faire? C'est à nous, hein, c'est de faire le boulot. Comment faire pour aller chercher ceux qui ne viennent pas dans les synagogues, qui ne viennent pas aux cours où vous professez et qui ne viennent pas dans cette assemblée, dans cette noble assemblée. Voilà, c'est ça, je pense, la question qui me taraude en tout cas. Bon, ma question était un peu longue. Merci Maurice. Je ne sais pas qui va dire comment faire. Peut-être on va rester sur une question. Hein. Peut-être qu'on peut rester sur cette question-là et se donner rendez-vous pour une... Ah, Monsieur Rouchier. Très modestement, c'est infinitésimal, mais quand nous prêchons dans les églises, nous prêchons sur l'Évangile et sur l'Ancien Testament, sur le Premier Testament. Et très souvent, nous devons donner des clés de compréhension aux chrétiens qui sont là, et qui sont des réalités de l'histoire du peuple juif. Bon, par exemple, pour la Pâque, nous parlons toujours, non, c'est la résurrection du Christ, mais nous lisons aussi la sortie d'Égypte. Et donc, je pense que culturellement, c'est important pour les chrétiens qui sont là de faire les liens avec je dirais, la profondeur de la foi juive. Enfin, Benoît XVI, pardon, Benoît XVI disait que les Juifs sont nos ancêtres dans la foi. Et donc, je pense qu'il y a un déplacement des mots qui est aussi extrêmement important pour façonner à frais nouveaux les mentalités. Alors, évidemment, ça ne s'adresse qu'aux pratiquants. Enfin, dans la catéchèse aussi, nous essayons de rétablir la vérité des choses et surtout la profondeur des liens qui nous unissent. Je crois que Vatican II a eu aussi cet énorme bénéfice de faire comprendre au monde chrétien la judéité de Jésus. Bon, on progresse donc. Bon, avant de conclure, on va laisser la parole à Madame le Consul. Ok. Bon, merci beaucoup à les interlocuteurs. C'était vraiment un débat pour moi très 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 intéressant. Merci à toutes les questions qui ont été posées. C'était aussi une discussion vivante et intéressante. Merci au CRIF pour nous aider et pour avoir organisé cette soirée avec nous. Merci aux interprètes pour votre travail inlassable. Je n'ose pas faire un résumé de ces discussions et ces débats très divers. Peut-être seulement quelques mots à conclure de ma part. Je trouvais cette soirée à la fois déprimante et encourageante. Déprimante parce que nous sommes en 2021 et encore et de nouveau, il faut discuter l'antisémitisme et racisme et discrimination contre les minorités. Et que puis-je dire, c'est déprimante. Mais en même temps, je trouvais l'intérêt, le grand intérêt, la sincérité, surtout des jeunes avec lesquels nous avons discuté et parlé cet après-midi à l'école allemande. Le fait que les représentants des différentes groupes religieuses ont discuté et je crois ils ont trouvé ils n'ont pas trouvé mais
il avait un esprit il faut faire un effort commun. Et bon, les mots clés, je ne me souviens pas qui les a dit que il manque ou il faut avoir plus de respect et respect pour la dignité pour tous, les uns pour les autres. Bon, ce sont des grands mots, mais je crois que c'est toujours correct. Bon, merci à tous et je passe la parole et les micros à M. Dac. Merci bien, Madame la Consul. Bien, écoutez, la séance a été longue, nourrie de beaucoup d'échanges. De la part du président Franck Boule, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, je l'ai eu par téléphone, et donc il voulait s'adresser à la représentation allemande, vous remercier très très vivement. Moi, ce que je retire de cette soirée, ce soir, c'est d'abord une grande lucidité de tous les intervenants qui nous ont, chacun avec sa culture, sa compétence, son expertise, incroyablement intéressés sur l'histoire de la vie juive en Allemagne, et puis aussi un peu en France, et puis aussi un peu en Europe. Voilà. Donc je les remercie individuellement, particulièrement M. Kovacs, avec un exposé extrêmement brillant, Madame la Consul également. C'est vrai qu'il y a une tradition franco-allemande à Toulouse depuis de très nombreuses années, très active. Maurice l'a rappelé. Avec le consul honoraire, nous avions eu il y a une vingtaine d'années participé au lancement d'une banque allemande ici à Toulouse. Et donc peut-être que je vais rebondir pour finir. Je vais rebondir pour venir sur les mots de Jean-Luc concernant l'éducation. Et peut-être à Toulouse, où il y a en fait un comité du jumelage donc avec Tel Aviv, avec Chongqing, avec des villes américaines, peut-être envisager un comité de jumelage Toulouse-Berlin ou Toulouse-Francfort. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous de votre présence. Et à bientôt. Gilles. Merci encore, Roger Attali. Je voudrais juste, à titre personnel, parce que c'est une tradition juive, nous sommes le peuple du livre et non pas le peuple de la pierre. Donc j'ai préparé, dans ma bibliothèque personnelle et à titre tout à fait personnel, des livres pour chacun des intervenants avec des citations du Talmud et des citations d'auteurs allemands, de façon à pouvoir faire perdurer notre amitié. Alors, remise des cadeaux. Alors c'est une idée que Roger Attali a eue seul, qu'il a menée seul, pour rendre à Roger ce qui est à Roger. Mais d'abord, pour Madame la Consul, pour la remercier. Merci encore. D'habitude, c'est après un concert. Là, il chantera un peu plus tard. Ça, c'est un livre en allemand, Juden in Berlin. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors c'est tous les hauts lieux de la culture en France. Alors je lui ai mis un certain nombre de petites citations. Merci beaucoup. Sur mon ancien métier, professeur de français latin grec. Ça c'est. Oui. C'est des citations talmudiques expliquées. Citations talmudiques expliquées pour M. Jean-Jacques Rouchy. Ça, c'est pour la remise des Abdelatif. C'est de Assiad Djebar, Loin de Médine, c'est l'histoire des femmes dans l'islam. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est pour M. Aoué. C'est un peu provocateur. C'est un livre de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur qui s'appelle Jésus contre Jésus.
D'accord. Merci pour Bien, merci. Merci encore à vous, messieurs, d'avoir joué le jeu, d'avoir, comme l'a dit Madame le Consul, avoir montré un esprit commun, une volonté commune. Et c'est vrai que cela nous trace des lignes vers l'avenir. Merci encore, messieurs.